En avril 2025, Kim Jong-un était au sommet de l'euphorie. Son premier destroyer de la classe Choi Haeyoung avait été lancé avec un succès absolu au chantier naval de Nampo. Ce fut une cérémonie grandiose, avec lui et sa fille, Kim Joo-hae, assistant fièrement, tandis que le navire de 5000 tonnes glissait parfaitement dans l'eau, utilisant une cale sèche. Le monde entier a vu les images, les feux d'artifice, les célébrations, les essais d'armement réussis. Il semblait que la Corée du Nord avait enfin réussi à construire un navire de guerre moderne, rival des célèbres destroyers Aegis américains. À peine un mois plus tard, Kim Jong-un assisterait à la plus grande humiliation militaire de son gouvernement. Le deuxième navire de la même classe, qui devait consolider le succès de la nouvelle flotte nord-coréenne, était maintenant couché sur le côté, partiellement submergé, transformé en 5000 tonnes d'humiliation nationale. Ce qui s'est passé pendant cet intervalle de 30 jours est une histoire intrigante sur la façon dont la pression politique peut détruire même les meilleurs plans militaires. Kim Jong-un, enthousiasmé par le succès d'avril, voulait rapidement reproduire ce moment de gloire. La modernisation navale est son obsession personnelle, et il l'appelle même la deuxième révolution militaire de la Corée du Nord. Il veut ainsi montrer que son pays ne dépendait pas seulement des missiles nucléaires pour se défendre, mais qu'il possédait aussi une marine moderne et puissante. Le problème a commencé par une décision apparemment simple. Où construire le deuxième destroyer? Le chantier naval de Nampo, où le premier a été construit avec succès, était probablement occupé, ou ne pouvait pas respecter le calendrier serré exigé par Kim Jong-un. La solution a été de transférer la construction au chantier naval de Hanbuk, dans la ville de Chongjin. En théorie, cela semblait être une bonne idée. En pratique, ce fut un désastre. C'est comme essayer de faire une chirurgie cardiaque dans une clinique vétérinaire. Le chantier naval de Hambourg n'avait jamais construit rien de plus grand que des bateaux de pêche, de petits cargos et quelques patrouilleurs. Ces techniciens n'avaient aucune expérience avec des navires de guerre complexes. Pire encore, le chantier naval ne disposait pas d'une cale sèche adaptée à un navire de 5000 tonnes. Une cale sèche est essentiellement une immense piscine, où le navire est construit puis inondé d'eau afin que l'embarcation flotte naturellement. C'est la méthode la plus sûre pour les grands navires. Sans cette option, les ingénieurs nord-coréens ont dû improviser. Ils ont décidé d'utiliser la méthode de mise à l'eau latérale, où le navire est poussé de côté dans l'eau. C'est une technique qui fonctionne bien pour les petits et moyens navires, mais elle est extrêmement risquée pour un mastodonte de 140 mètres de long chargé d'armement lourd. Maintenant, regardez bien cette photo. Ceci est le destroyer Chohae. Rien qu'en le regardant, on comprend déjà que ce n'est pas un navire ordinaire. Il possède 74 cellules de lancement verticales de 4 tailles différentes, capables de lancer des missiles antiaériens, des missiles de croisière et même des missiles balistiques à courte portée. De plus, il dispose d'un canon naval de 127 mm, de 3 systèmes de défense rapprochés, y compris des canons automatiques de 30 mm, de 4 lanceurs de missiles anti-navires et de 2 tubes lance-torpilles. Kim Jong-un a même déclaré que ces navires seraient capables de transporter des armes nucléaires tactiques à l'avenir. C'est littéralement l'arme navale la plus sophistiquée que la Corée du Nord ait jamais tenté de construire. Le navire possède également des radars à réseau phasé, qui sont des systèmes bien plus avancés que les radars rotatifs traditionnels. Alors que les radars classiques doivent tourner pour balayer le ciel, ceux-ci peuvent pointer électroniquement dans plusieurs directions en même temps, détectant ainsi plusieurs cibles simultanément. De plus, il dispose de systèmes de contre-mesures électroniques, qui sont essentiellement des équipements de guerre électroniques capables d'interférer avec les radars et les communications ennemies, créant ainsi une sorte de rideau de fumée numérique. Enfin, il est équipé d'un sonar monté sur la coque, qui fonctionne comme les oreilles du navire sous l'eau.
utilisant des ondes sonores pour détecter les sous-marins, les torpilles et d'autres objets immergés. Maintenant, arrêtez-vous pour réfléchir. Pour un pays qui, jusqu'à récemment, ne construisait que de petits navires côtiers, tenter de maîtriser toute cette technologie d'un seul coup a été un saut gigantesque, peut-être même trop grand. Mettre une telle machine de guerre à l'eau en utilisant une méthode improvisée était déjà risqué. Maintenant, imaginez faire cela sous une pression politique extrême, avec des délais impossibles et des techniciens inexpérimentés. C'est la recette parfaite pour un désastre. Des experts internationaux avaient déjà remarqué des signes inquiétants que la Corée du Nord prenait des raccourcis dans son développement. Le premier destroyer avait été construit en seulement 1 an, un délai exceptionnellement rapide qui laissait peu de place à des tests rigoureux. Il y a des rapports selon lesquels des tests d'armement ont été effectués avant même que le navire n'ait tout son système de propulsion installé, ce qui montre que le bâtiment a été remorqué pour les essais dans une tentative désespérée de montrer des progrès. Le 21 mai 2025 devait être un autre moment de gloire pour Kim Jong-un. Une grande cérémonie a été organisée dans le port de Chongjin, avec un pavillon d'observation construit spécialement pour l'occasion. Kim Jong-un était là en personne pour assister à un autre triomphe de sa modernisation militaire. Ce qu'il a vu était un cauchemar au ralenti. Le lancement latéral a commencé, mais les bogies, qui sont les roues spéciales soutenant le navire pendant la glissade, ont échoué de façon catastrophique. Les bogies de la proue, la partie avant du navire, se sont bloquées ou sont sorties des rails. Le résultat fut que seule la poupe, la partie arrière, a commencé à glisser vers l'eau, tandis que l'avant est resté coincé sur le chantier naval. Imaginez un navire géant, en train d'être plié en deux. La coque n'était pas conçue pour supporter ce type de torsion. Des parties du fond du navire ont été écrasées, provoquant des fissures qui ont permis à l'eau de s'infiltrer. En quelques minutes, la fierté de la marine nord-coréenne s'est retrouvée chavirée, avec le côté droit submergé et la proue encore échouée sur le chantier naval. Kim Jong-un, qui était venu pour une célébration, s'est retrouvé à assister à 5000 tonnes d'embarras national. Sa réaction a été immédiate et furieuse. Il a qualifié tout l'incident d'acte criminel causé par une négligence absolue, de l'irresponsabilité et ce qu'il a qualifié d'empirisme non scientifique. Ces mots exacts, selon l'agence officielle de presse de la Corée du Nord, étaient que l'accident avait réduit la dignité et le grand respect de l'État à un effondrement en un instant. La fureur de Kim Jong-un ne s'est pas arrêtée aux mots. Immédiatement, 3 officiers du chantier naval ont été arrêtés. L'ingénieur en chef, Kang Jong-chol, le chef de l'atelier de construction de la coque Han Kyung-hak et le directeur administratif adjoint Kim Yong-hak. Ensuite, ce fut au tour du directeur général du chantier naval, Hong Kil-ho, d'être convoqué pour un interrogatoire. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. L'affaire est remontée jusqu'aux plus hauts échelons du Parti des travailleurs. Ri Yong-sun, vice-directeur du puissant département de l'industrie des munitions du comité central, a également été arrêté et jugé largement responsable de l'accident. Et quand des enquêtes en Corée du Nord atteignent le niveau du comité central, mes amis, cela signifie que des têtes importantes vont tomber. L'enquête a également touché des institutions telles que l'Académie d'État des sciences, l'Université de technologie Kim-Cheok et l'Institut central de conception navale, montrant que le régime de Kim considérait l'échec comme un problème systémique et non comme une simple erreur isolée. Kim Jong-un a fixé un délai politique impossible. Le navire devait être réparé et opérationnel avant la session plénière du parti en juin, seulement quelques semaines plus tard. C'était un ordre qui défiait la physique et l'ingénierie navale. Des experts internationaux estimaient que réparer les dégâts prendrait des mois, voire des années, en supposant que ce soit possible. Pendant ce temps, l'une des opérations de sauvetage les plus étranges de l'histoire navale moderne commençait dans le port de Chongjin.
Des images satellites montraient le navire recouvert d'énormes bâches bleues, dans une tentative désespérée de cacher l'étendue des dégâts aux regards curieux venus de l'espace. Des grues et des barges de soutien entouraient l'embarcation, et il y a des rapports selon lesquels même des ballons étaient utilisés dans la tentative de soulever le navire, une solution aussi improvisée que comique. L'agence de presse officielle nord-coréenne a tenté de contrôler le récit, admettant d'abord qu'il y avait des trous dans la coque, puis changeant de version pour dire qu'il ne s'agissait que de simples éraflures superficielles, et qu'une certaine quantité d'eau de mer était entrée dans la section arrière. Ils ont affirmé qu'il ne faudrait que 10 jours pour tout réparer. Mais les images satellites ne mentent pas. Des semaines après l'accident, le destroyer était toujours à la même position, partiellement submergé et clairement inutilisable. Ce n'était pas seulement un accident naval. C'était un coup dévastateur pour la crédibilité militaire de la Corée du Nord et pour l'image personnelle de Kim Jong-un. Le pays avait investi des centaines de millions de dollars et des années de développement dans la classe Choeon. Perdre le deuxième navire de la série, surtout de manière aussi publique et embarrassante, envoyait un message clair au monde entier. La Corée du Nord n'était pas encore prête à construire des armes navales modernes. La catastrophe a également eu des implications plus larges pour les plans navals nord-coréens. Le pays essaie de développer une marine en eau profonde capable d'opérer loin des côtes et de projeter sa puissance au-delà de ses frontières traditionnelles. Les destroyers Choe et Haeyoung étaient des pièces centrales de cette stratégie. Avec la possible perte du deuxième navire, d'autres projets navals pourraient être affectés, y compris le développement de frégates modernes et le programme hautement secret de sous-marins nucléaires. Le contraste avec le succès d'Avril rendait tout cela encore plus douloureux. En l'espace d'un mois à peine, Kim Jong-un était passé du triomphe au désastre, de la célébration familiale avec sa fille à l'humiliation nationale. Cet incident a, d'une certaine manière, mis en lumière les limites fondamentales de l'industrie militaire nord-coréenne. Une infrastructure inadéquate, des calendriers dictés par des motivations politiques ignorant les réalités techniques, et la dangereuse tendance à chercher des raccourcis dans des projets qui exigent une précision absolue. Pour Kim Jong-un, qui fonde sa légitimité sur la puissance militaire et le progrès technologique, le destroyer chaviré à Chongjin représente bien plus qu'un simple accident industriel. C'est un symbole de ses contradictions. Alors que Kim planifie ses grandes ambitions, son pays montre de grandes limites à cet égard. La deuxième révolution militaire qu'il proclame tend continue de faire face aux mêmes problèmes qu'auparavant. Des ressources limitées, une expérience technique insuffisante et la pression politique qui transforme des projets militaires sérieux en spectacle de propagande. Ce qui rend cette affaire encore plus intéressante, c'est la façon dont elle a été traitée publiquement. Normalement, la Corée du Nord cache ses échecs militaires, mais cette fois-ci, c'était pratiquement impossible. L'événement était trop important, avec de nombreux témoins locaux, et les satellites commerciaux capturent tout de nos jours. Alors, Kim Jong-un a dû admettre l'échec. Mais ne pensez pas qu'il l'a complètement admis. Ils ont essayé de contrôler le récit en blâmant des individus spécifiques, au lieu de reconnaître les vrais problèmes qui touchent tout le pays. Le destroyer pourra peut-être être réparé un jour, mais l'humiliation de mai 2025 restera à jamais dans les mémoires, comme le jour où les ambitions navales de Kim Jong-un ont littéralement coulé sous ses yeux. Reste à savoir si ce sera un moment d'apprentissage menant à de réels changements dans l'approche nord-coréenne du développement militaire, ou si ce ne sera qu'un épisode de plus où les civils sont blâmés, tandis que les problèmes fondamentaux demeurent. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Kim Jong-un va tirer des leçons de cette catastrophe ? Et vous ? Pensez-vous que la Corée du Nord pourra vraiment réparer ce navire ? Ou bien cela deviendra-t-il un monument permanent de son échec ? Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Cette chaîne n'existe que grâce à nos soutiens. Si vous aimez notre contenu, devenez membre vous aussi. Vous aurez un accès anticipé à nos vidéos,
et vous pourrez tout regarder sans publicité. Et vous aurez toute notre gratitude, vraiment. Pour participer, cliquez sur le bouton devenir membre juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez plus d'analyses sur des sujets militaires et géopolitiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À la prochaine!